Bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58 ASEA. Nous recevons pour PDG Digicel Haïti, Martin Bout. Nous allons parler de plusieurs dossiers ensemble avec lui. Dans le premier temps, c'est avec homme d'affaires là, nous allons parler comment la réalité socio-économique pays et surtout politique pays, comment le système et secteur hôtelier. Nous connaissons que depuis plusieurs mois apprend en pile gargan dans le pays et nous parlons pour nous ensemble avec tout 13 ans depuis Digicel venu dans le pays. Martin Bout, bonsoir. Bonsoir Robinson, bonsoir aux téléspectateurs aussi de Télé20. Je suis content d'être là ce soir. Comment est-ce en forme? Nous en forme, merci beaucoup, merci en plus. Depuis 2014 ou haïtien tout? Moi naturalisé depuis 2014, mais c'est créole moi qui manquait pratique. Donc il faut me pratiquer plus, donc je ne vais pas l'essayer, répondre quelques questions créole quand même. Mais de temps en temps, je switch sous français quand même. Ou parle pour créole? Non, je crois que c'est partie qui manquait. C'est où qu'on est Port-au-Prince, il y a un peu de monde qui parle français. Dans Digicel, nous parlons anglais tout le temps. Donc c'est vraiment partie qui manque. Et statut ça et nationalité, ça, il doit pour voter tout? Non, il n'a le droit à voter. Il n'a pas le droit pour me présenter pour me candidat, oui. Parce qu'il faut nous changer de constitution pour ça. Mais c'était une question pour moi de fierté surtout, d'amour pour Haïti, d'un bagage pour créer un lien supplémentaire avec le pays. Il n'y a pas de vrai avantage, malheureusement au contraire, ce n'est pas un passeport avec lequel on voyage très loin, ça ne donne pas d'avantages fiscaux ni quoi que ce soit, c'est simplement plutôt une question de cœur et d'amour. Oui, mais pour mes nationalités, c'est belge. Oui, absolument. Merci, parce qu'ensemble avec nous, Martin Bout, on va aborder plusieurs points d'actualité. D'abord, j'aimerais avoir votre regard d'homme d'affaires sur la situation socio-politique et économique du pays. Bon, je pense qu'on sait tous que la situation actuellement est très compliquée. En tant qu'homme d'affaires et surtout en tant qu'investisseur étranger, parce que je représente ici M. Dennis O'Brien, qui est le propriétaire du groupe Digicel, nous sommes inquiets. Je vais commencer peut-être par le côté économique. Vous savez que les investissements que nous faisons, que ce soit dans l'hôtellerie, dans les télécommunications à la Digicel, c'est des investissements en dollars. Les prêts que nous faisons pour ceux-ci sont en dollars également. Donc nous devons rembourser ces prêts en monnaie dure, en monnaie américaine. La chute de la gourde fait que nos revenus, surtout au niveau de la Digicel, ont énormément chuté. La Digicel n'est pas un supermarché, donc nous ne pouvons pas à chaque changement de taux augmenter les prix. Malheureusement, c'est un service, ou heureusement, c'est un service pour les masses. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut changer le prix de la minute avec le taux de la gourde. Donc, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, en 2012, on avait environ, en dollars américains, environ 500 millions de dollars de chiffre d'affaires américain. 2012. Cette année, si on fait 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça va être une bonne année parce que là où ça va, c'est pas en train d'aller dans ce sens-là. Donc, ça a un impact fort sur notre compagnie, ça a un impact fort sur nos employés aussi et leur pouvoir d'achat. Mais une seconde, c'est un peu paradoxal. C'est pas quantité de monde qui va parler encore. Non, plus de monde, même plus de monde vient parler. Plus de monde qui a parlé, plus de minutes qui a passé, plus de mégabytes qui a passé tout. C'est la gourde qui est en chute. C'est la gourde qui fait. Donc on a en gourde, si tu regardes le chiffre d'affaires en gourde, il est resté plus ou moins stable. Il a chuté légèrement ces derniers 12 mois parce que la situation économique du pays est vraiment très compliquée ces derniers 12 mois. Mais si tu regardes le chiffre d'affaires en gourde, il est relativement stable. Okay. C'est parce que je le convertis en dollars, parce qu'on doit rembourser les dettes à l'étranger en dollars, et nous rapportons tous nos chiffres. On est une multinationale, on est dans 32 pays. Nous devons reporter tous nos chiffres en dollars également. Ouais, c'est là le problème. C'est surtout l'inflation, la gourde qui bat de l'aile par rapport au dollar. C'est ça votre problème. Ça, c'est un grand problème. L'autre problème, c'est vu la situation économique générale du pays, le pouvoir d'achat baisse d'une certaine façon. Les gens ont moins d'argent et les nécessités de base qui sont d'abord se couvrir avec un toit, se nourrir, sont des priorités. Donc automatiquement, tout le reste, même si les communications deviennent presque un droit et une nécessité, tout le reste, la consommation sur ce reste baisse. Donc encore une raison que nous ne pouvons pas simplement augmenter les prix pour essayer de faire face à ce changement de taux. Nous sommes obligés de garder plus ou moins ce niveau de prix parce que nous sommes quelque part aussi obligés d'offrir un service à la population. Donc il y a ce deuxième effet. Le troisième point qui est pour nous
vraiment compliqué. Il faut comprendre que nous avons 1500 antennes à travers le pays, un peu plus de 1500 antennes. Ces antennes se trouvent dans tout type de zones, dans des zones reculées où c'est plutôt paisible, mais aussi dans des quartiers populaires très compliqués. Oui. Donc quand il y a des guerres de gangs à La Saline, à Carrefourfeuille ou dans l'Artibonite ou n'importe où, ça nous affecte directement parce que nos techniciens qui doivent se rendre sur les sites, ou bien pour remplir le diesel, ou bien pour faire de la maintenance, ou bien pour faire des réparations, ils sont en danger de vie, ils sont régulièrement menacés depuis quelques mois. Le niveau de rackettage qui se fait dans certains quartiers augmente, et aussi la population elle-même, elle est dans une situation dépourvue, elle est très sensible à des passages de personnes dans leur quartier. Est-ce que cette situation vous empêche de vous développer ? Pour moi, en tant que représentant de la Digicel Haïti dans le groupe Digicel, ça rend ma tâche difficile. Il faut comprendre, c'est comme si je suis l'ambassadeur d'Haïti pour le groupe Digicel. Donc quand je vais devant le conseil d'administration et que je dois défendre un plan d'investissement dans le pays, il faut comprendre que M. O'Brien n'a pas des dollars illimités. Ouais. Il a 32 pays, il doit choisir où investir son argent. Donc quand on voit cette situation sécuritaire, économique, politique, et qu'on ne voit pour l'instant pas encore vraiment un horizon qui est très rose, très clair ou qui amène de l'espoir, c'est très difficile pour moi en tant que défendeur de Digicel Haïti de défendre mes budgets d'investissement. Donc oui, ça commence à avoir un impact sur l'investissement, même si M. O'Brien il est rentré ce lundi, il a garanti qu'il va continuer à investir. Je sais simplement, c'est moi qui ai confronté au Conseil, et je peux vous dire, ça devient de plus en plus difficile de justifier des investissements importants dans le pays. Votre inquiétude en tant qu'homme d'affaires, vous l'avez clairement exprimé, Martin Boot, mais est-ce que vous en avez parlé au gouvernement, au président de la République ? On en parle régulièrement au gouvernement, que ce soit au président, aux différents premiers ministres qu'on a rencontrés, aux différents ministres aussi. Donc on exprime notre inquiétude directement, mais aussi à travers des associations telles que la Chambre de commerce, le Forum économique et autres. Le gouvernement tente d'essayer de rassurer en disant qu'ils ont en place un plan qui va quelque part stabiliser cette situation et nous amener vers une stabilité économique et politique. J'espère que ça va être le cas, parce que ça fait quand même maintenant quelques temps que ce n'est pas le cas, que malgré les efforts qui sont faits, on ne voit pas une stabilisation de la monnaie, on ne voit pas une vraie amélioration de la situation sécuritaire. Bon, il faut saluer d'ailleurs la PNH pour ce qu'ils sont en train de faire très récemment. Oui. Et je sais qu'ils ont un travail très compliqué à faire, donc ce n'est pas une critique envers eux, mais malheureusement, on ne voit pas encore les résultats tangibles de ces soi-disant actions qui vont venir pour calmer la situation. Mais maintenant, sous-côté... l'autorité a essayé de rassurer, ou même en tant qu'investisseur qui n'a pas pays, investisseur étranger qui n'a pas pays, mais la réalité, on est là aujourd'hui, 2 mois sans un gouvernement bénéficiant de la légitimité du Parlement, plus de 6 mois sans budget voté au Parlement. Là, les actions ne sont pas, je dirais, en diapason avec les assurances du gouvernement. C'est clair. Depuis pour nous, depuis vraiment le mois de juillet, c'est là que la situation a pris un autre niveau. On voit qu'il semble être très difficile pour le président et son gouvernement de garder la stabilité. Il y a bien sûr plusieurs raisons. Il n'y a pas que le président qui est responsable de la situation du pays. Il y a le Parlement, il y a l'opposition, les acteurs du secteur populaire, des acteurs de l'opposition. Et je pense qu'il est vraiment temps, parce qu'on est tous dans le même bateau, je pense qu'il est vraiment temps qu'on trouve des personnes qui ont la crédibilité morale pour tenir ce dialogue national dont on a tellement besoin. Malheureusement, le président ne semble pas avoir suffisamment de pouvoir ou de connexion pour être crédible pour tous les secteurs de porter ce dialogue. Donc je ne sais pas qui est cette personne qui peut le faire, ou si c'est multiples personnes, mais je pense que tous doivent se rendre compte que si on continue comme ça, on va tous couler et ça va avoir des effets très néfastes sur la population, sur le secteur des affaires, sur les investissements étrangers. Il est très difficile d'attirer des investisseurs étrangers dans un contexte pareil. Il est même difficile de garder ceux qui sont là. Ceux qui sont là
quelque part, on est dans un dilemme des prisonniers. C'est-à-dire qu'on a déjà investi beaucoup d'argent. Si je prends le cas de la Digicel, on a investi plus d'1 milliard de dollars américains. Okay. Ce n'est pas une chose qu'on peut mettre dans une mallette et partir ailleurs pour faire la même affaire ailleurs. C'est des infrastructures qui sont là. Notre bâtiment, nos sites, nos antennes, nos data centers, toutes ces infrastructures sont des infrastructures lourdes. Donc, on a un choix. Et si on n'investit pas, on continue à se dégringoler. On est obligé d'investir malgré le climat qui n'est pas du tout propice à l'investissement. Et c'est la même chose pour les 2 autres grands investisseurs étrangers. Je parle de la Heineken, qui eux aussi commencent à ralentir leur investissement, mais eux aussi ils sont obligés d'investir. Parce que s'ils n'investissent pas, malgré la situation économique, ils ne pourront pas se développer. Et il faut comprendre que c'est des investissements long terme. Je suis là depuis 11 ans maintenant. J'ai vu 4 présidents. Président Préval, président Martelly, président Privert et maintenant le président Jovenel. Donc les régimes changent. Malheureusement, le problème de fond reste plus ou moins similaire. Pas d'amélioration du côté politique. Maintenant, de plus en plus d'entreprises parlent de licenciement, de compression. Comment ça est beaucoup de notre Digicel? Non, Digicel, on avait déjà commencé en 2017, on avait fait un plan de restructuration avec pas mal de départs volontaires. On avait eu environ 120 départs volontaires. Au niveau de l'hôtel, par contre, c'est plus compliqué. Nos taux d'occupation ont été au plus bas depuis l'ouverture de l'hôtel en 2012. Et là, on a dû mettre des gens en congé payé ou en indisponibilité afin d'y faire face. Maintenant, si la situation continue d'aller de cette façon, même au niveau de la Digicel, on va commencer à devoir avoir des pressions et on risque de devoir rentrer dans d'autres programmes de départ volontaire ou tout ça. On n'y est pas encore. Je ferai tout pour ne pas y arriver, mais si la gourde monte à 150 ou au-delà de 100, 120, etc., c'est très, très critique pour notre investissement. La Digicel, en chiffres, combien d'employés? On a 910 employés. À travers le direct pays. À travers le pays. Environ, je dis toujours 60 000 employés indirects. Ça, c'est les techniciens qui travaillent sur les antennes, les vendeurs papadap, les gens dans les magasins, etc. Donc, c'est quand même un paquet de gens. Et il ne faut pas oublier aussi, on a toujours été le plus grand contribuable. L'année passée, on ne l'était pas. On était en 2e place parce que le groupe Unibank a vendu Dinasa à Rubis. C'est ça qui les a fait monter à la 1re place. Mais aussi, on va commencer à avoir des impacts sur les recettes fiscales de l'État. Et un grand avantage de multinationales ou de sociétés étrangères, c'est que nous sommes audités au niveau international. Nous sommes typiquement des bons payeurs d'impôts. Nous ne devons pas risquer notre réputation internationale ou risquer d'être jugés à l'étranger pour ce type de choses. Donc nous sommes obligés de payer. Nous payons tous nos impôts. Et le fait que nos affaires chutent va avoir un impact direct sur les recettes du gouvernement. Depuis les événements des 6 et 7, 8, 9 et juillet, l'hôtellerie est le secteur, je dirais, le plus touché dans l'économie haïtienne. Quelle est la situation de Marriott aujourd'hui? Comme je dis, c'est compliqué. Heureusement, on est une marque internationale. Donc, sur le marché international, la marque Marriott est très connue. Ils ont presque 10 000 hôtels à travers le monde depuis le rachat de Starwood. Donc, on a encore quand même certaines rentrées qui viennent à travers ce réseau-là. Comme on avait, historiquement, on avait des taux d'occupation au-delà de 60%, 60-65%. Donc, c'est relativement bon. Avant juillet 2018. Avant juillet, jusqu'en juin, même jusqu'à quelques jours après le 6-7 juillet, parce que les gens étaient là. Okay. Mais depuis lors, c'était catastrophique. D'abord, on n'a pas eu de chance parce qu'on a été en ligne de mire directe avec les propos que le président Martelly avait eus dans son concert, qui nous avait accusés d'avoir utilisé des fonds Petro-Caribé pour la construction, qui est bien sûr complètement faux, ce qui n'a pas aidé parce qu'on avait des mouvements populaires directement en face de l'hôtel. Heureusement, on a pu clairement expliquer et démontrer que c'est complètement faux et que ce n'est pas le cas. Mais après, c'est la situation générale qui a fait ça. Et maintenant, depuis les événements de février et le fait que le State Department a été obligé, pour la sécurité de leurs propres citoyens, de monter les niveaux au niveau 4, ça a eu un effet qui était encore presque plus catastrophique sur les résultats. Justement, lorsque vous avez travel warning, l'administration américaine a mis dehors en ce moment de la juillet, vous mettez nous dans niveau 4. Après ça, vous allez upgrader, vous allez mettre nous dans niveau 4.
Ça passe dans tête. Niveau cas, c'est un bagage c'est plutôt un détail qui se rajoute pour expliquer ce qui se passe. Au départ, la première fois quand je l'ai vu... Un détail qui passe sans sens, absolument, oui. Parce qu'on parle de kidnapping, d'enlèvement, des choses comme ça. Mais bien sûr, on a une réaction immédiate envers le State Department. On a consulté les raisonnements derrière ça. Donc, le raisonnement, je peux le comprendre. Ils avaient, pendant Pays Loc, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont plus ou moins 200 000 ressortissants ou citoyens américains sur le sol haïtien en permanence. C'est souvent des gens de la diaspora qui reviennent, mais c'est des citoyens américains pour lesquels ils sont obligés de garantir leur sécurité. Quand on est dans une situation de loc où ça ressemble presque à une guerre civile, parce qu'on ne peut pas se déplacer, les hôpitaux ne sont pas accessibles, les services de secours ne peuvent pas se rendre sur un endroit, dans cette situation-là, je peux comprendre effectivement qu'ils sont inquiets et qu'ils nous mettent au même niveau que des pays qui sont en guerre. Parce que quand on regarde le reste de la liste, c'est principalement, si pas exclusivement, des pays qui sont en guerre civile. Maintenant, cela dit, par exemple, je vais prendre le cas du Sri Lanka. Quand il y a eu les attentats au Sri Lanka, ils étaient au niveau 2. Malgré qu'il y avait tout ce terrorisme qui se faisait là-bas, ils sont maintenant au niveau 3. Et je ne pense pas qu'on a des terroristes ici qui vont... des kamikazes qui vont faire ce genre de choses. Donc, je pense que le State Department en est conscient. Je suis assez confiant que dans les prochaines semaines, ils vont faire un effort de nous remettre au niveau 3. Pas parce que la situation est forcément meilleure, parce que nous voyons tous la situation du pays qui malheureusement continue à se dégrader, mais parce que si on nous compare avec ces autres pays, on ne devrait pas être au 4. On n'est pas l'Afghanistan, heureusement, on n'est pas encore le Yémen, ni le Somalie, ni la Libye, ni l'Iran, ni l'Irak. Aujourd'hui, à Mariotte, quel est votre taux d'occupation ? La semaine passée, on était au-delà des 30%. Donc c'est exceptionnel. Je vois qu'il y a certainement de la diaspora qui rentre quand même. J'ai vu dans les vols, parce que je fais beaucoup de voyages à l'étranger aussi. C'est soutenable, j'ai vu que les vols... soutenables, en disant 40%, c'est soutenable. 30%, on perd encore de l'argent. À 10%, on perd beaucoup d'argent. Okay. Donc, peut-être la différence... Nous, 10% déjà ? On était en dessous de 10%. Pendant la période entre juillet et aujourd'hui, on a eu des périodes avec 3, 4, 5%. Au-delà de la bâtiment vide, là. Vide net. Avec tous les frais derrière, parce qu'il faut continuer à faire fonctionner le bâtiment quand même. L'énergie, toute la machine doit fonctionner. Maintenant, encore une fois, peut-être dans ce cas-ci, le groupe Marriott a de la chance, c'est que nous-mêmes qui sommes propriétaires du bâtiment, mais pas bien sûr du groupe Marriott, on a des reins assez solides. Donc on peut tenir un peu plus longtemps que d'autres établissements. Imaginez que vous-même, vous faites un investissement avec toutes vos économies en faisant des prêts à la banque à des taux qui sont quand même assez élevés, et que vous avez cette situation, mais vous faites faillite. Vous serez obligé de fermer, de vendre, de vous sauver pour essayer de faire face à ça. Je reviens sur la question, le taux d'occupation aujourd'hui à Marriott. Aujourd'hui, le jour même, quelque part, juste au-delà de 30%. Donc, on n'est pas encore au seuil qui nous permet de couvrir nos frais. Donc, lorsque nous tenons moins de 10%, vous avez souligné ça le mois passé, on était obligé de voir des gens aller, faire des licenciements. Oui. Après quelques temps, on a gardé la situation quand même, on a perdu de l'argent 2-3 mois, et puis quand on a vu que ça ne s'améliorait pas, on a dû laisser les gens partir en congé payé, ou comment dire ça, disons pendant une période limitée, de leur demander de ne pas venir. Okay? Malheureusement, c'est la réalité. Des chiffres à ce niveau? On a un total de 180 employés plus ou moins au Marriott. Oui. Pendant ces périodes-là, il y en a moins une cinquantaine qu'on a dû demander de rester chez eux. Mais encore une fois, si c'était ton hôtel ou mon hôtel personnellement, ce qui n'est pas le cas, j'aurais dû prendre des mesures beaucoup plus fermes parce qu'on perd littéralement de l'argent. Donc aujourd'hui, le taux d'occupation se situe entre 30 à 40%. À 40%. Absolument. Plus ou moins soutenable. Plus ou moins soutenable. Idéalement, juste pour couvrir les frais, on devrait être au-delà de 40%. Abordons maintenant les 13 ans de la DGCEL. DGCEL vient dans le pays, pratiquement les révolutionner le système de télécommunication. Ça, la population a bon, un certain crédit. Nous avons ça dans le mouvement émeute de la faim qui était fait en 2008. Moi, c'est que vous songez ça. Et côté que tu as écrasé, brisé, building DGCEL, à l'époque, était protégé. Manifestants, ils étaient interdits. Là, DGCEL avait une certaine protection de la part de la population. Absolument. Aujourd'hui, c'est pas pareil aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui,
le jour d'aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Pendant la période qu'on a traversée, ce n'était pas du tout pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y avait des raisons politiques. Il y avait une perception qu'on était très proche du pouvoir tête calé. Je veux clarifier quelque chose. Moi-même, je connais tous les ex-présidents et tous les présidents. Je côtoie régulièrement le président Aristide. Je vais chez lui pour lui parler. Je parlais souvent avec le président Préval, c'était un ami. Je parle souvent avec le président Privert, avec le président Martelly, avec le président Jovenel. On est un investisseur étranger. On est obligé et on est le plus grand investisseur étranger et le plus grand payeur de taxes dans le pays. Donc c'est normal que nous avons des relations avec un gouvernement pour des raisons économiques et pour des raisons de stabilité et d'essayer de s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans la vie politique et économique du pays. Mais en même temps, en 2011, il a reproché JSL en grand bagage que il a estimé qu'il a fait et que nous avons anticipé le débat résultat de l'élection. Ça, ce n'était pas en 2011, c'était en 2000, c'était les élections de Jovenel Moïse, c'était en 2015, le deuxième premier tour, on va dire. Ce qui s'est passé un dimanche après-midi, c'est qu'effectivement... Effectivement, le premier tour. Oui. Exactement, le deuxième premier tour. Oui. Parce qu'il y a eu 2 élections. Exactement. Effectivement, un dimanche après-midi, j'ai été appelé en urgence en disant « Écoute, il y a des SMS qui passent sur le réseau. » Je dois vous dire que ce jour-là, quelqu'un a utilisé... Ce n'est pas la Digicel qui a envoyé ces messages, pour être très très clair là-dessus, encore une fois. J'ai même été convoqué par Danton Léger à l'époque pour donner des explications détaillées. On avait une connexion sur notre serveur SMS qui était utilisée réservée pour d'autres fins. Les personnes qui avaient cette connexion l'ont utilisée pour des mauvaises raisons. Dès qu'on a su, on a immédiatement coupé cette connexion. Et maintenant, j'ai pris des mesures claires que plus personne n'a accès directement au serveur SMS. Donc, c'est une chose qui ne va plus se produire. Mais c'était très risqué de votre part. Non, vous savez, il y a des gens... En ce sens qu'il y a des gens qui ont utilisé le réseau digital là, sans que nous-mêmes nous n'ayons pas contrôle sur le contenu messager. Exactement. Mais par exemple, c'est des gens qui font de la publicité. Quand vous receviez à l'époque, parce que maintenant on a arrêté ça aussi, beaucoup de publicité à travers le réseau Digicel, c'est une autre compagnie qui avait une connexion sur notre serveur. Ce n'était pas un business direct de la Digicel, on partageait le revenu avec eux. C'est une autre compagnie qui faisait le démarchage pour la publicité, pour faire des... Même pendant les campagnes, vous avez vu que cette compagnie a vendu aussi des services pour des candidats qui voulaient utiliser des moyens de communication. Donc, il y a des leçons qu'on a apprises. Je suis là depuis 11 ans, j'ai pris beaucoup de maturité, j'ai pris beaucoup de leçons aussi, et on est beaucoup plus fermé sur ce genre de choses pour éviter qu'il y ait ce type de rapprochement. Donc, pour revenir à la question, pourquoi on est moins la Digicel, il y avait d'abord cette question politique, il y avait aussi des questions de marché. En 2012, on a fait l'acquisition de Voilà. Ce qui était un grand pas parce qu'on avait déjà une position assez importante sur le marché. On rachète notre concurrent principal à ce moment-là. Donc pendant une petite période, c'était à l'entrée de Natcom, on avait plus de 80% de part de marché. L'intégration de Voilà, pour moi, au niveau technique, ne s'est pas passée comme on voulait sur des roulettes. Donc on a commencé à avoir des problèmes techniques sur le réseau, des problèmes d'appels qui manquaient, etc. Et puis, donc ça, quelque part, ça a laissé un goût amer au sein de la population au niveau de la qualité de service. Et après aussi, il faut dire que les pratiques commerciales de la Digicel ont commencé à être de moins en moins transparentes. Je vais dire entre 2013 et 2015, 2016, les pratiques commerciales étaient de plus en plus agressives. C'était une approche qu'on regrette, c'était une approche vis-à-vis de notre concurrent Natcom qui est très très agressif au niveau prix, mais qui aussi n'est pas très transparent au niveau de ses prix. Et donc les équipes commerciales ont commencé quelque part un peu à copier ce que faisaient les autres pour essayer de faire compétition. Et vous vous souvenez peut-être, j'ai dû faire une conférence de presse, c'était en novembre 2017, où j'ai dû, avec mon staff, clairement expliquer quels étaient les problèmes, quel était le feedback qu'on avait reçu de la population. Il y avait 18 points ou 16 points. À cette époque, on reprochait beaucoup à la Digicel de voler les minutes, les data, des trucs comme ça. Exactement. Bien sûr, ça ne sert à rien à la Digicel de voler quoi que ce soit. Vous avez déjà dépensé l'argent. Quand vous rechargez votre carte, vous avez déjà dépensé l'argent. Ça ne nous coûte pas plus cher que de vous donner la communication ou pas. Il n'y a pas de coût réellement derrière. Ce qu'il y avait, c'est des pratiques... Non, logique pas population. C'est pas que vous ne pouvez pas communiquer
communication, non? Non. Mais c'est que, au Bayo, moins unité, moins data pour même quantité comme là. Non, C'était là. C'est ça. Mais même là, nous n'avons pas de besoin de le faire parce que ça ne nous coûte pas plus cher de passer 2 mégabytes ou 1 mégabyte. Bien sûr, tous les mégabytes ensemble font qu'on a des frais sur le réseau, mais il n'y avait pas de sens. Maintenant, je vous explique, on avait expliqué pourquoi à l'époque on avait ces problèmes. C'était des pratiques de facturation qui n'étaient pas transparentes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui avait un smartphone, qui gardait son smartphone allumé la nuit, les mégabytes continuaient à tourner parce que le smartphone travaille lui-même. On a changé complètement les approches. Donc, j'avais annoncé 16 ou 18 mesures. On a respecté chacune de ces mesures. La seule mesure qui traîne, c'est la modernisation de notre réseau. Et quand on va parler un peu de l'avenir tout à l'heure, je parlerai de ça parce que c'est un aspect très important pour retourner la qualité de service. Donc cette perception de vol n'a pas aidé non plus. Et effectivement, on s'est trouvé fin 2017, début 2018, avec les gens qui n'aimaient pas du tout la Digicel. Ouais. Donc on est parti sur un plan de transformation, on a changé toutes nos offres commerciales, on a sorti des offres qui étaient beaucoup plus transparentes et beaucoup moins compliquées, on a arrêté les services comme Bima, on a réduit les services de près de minutes, on a rendu beaucoup plus transparent chaque débit qu'on fait sur chaque compte, et cette perception de vol, malgré qu'elle reste un peu dans la tête des gens, elle a quasiment disparu. Donc c'était pratiquement, je dirais, une déception pour la population, puisque en certain moment de la durée, on avait vu en Digicel compagnie téléphonique qui vient sur béton là, qui démocratise le téléphone, puisque avant ça, depuis le téléphone, c'est une source de stress lié, pour prendre loi payer ou faire appel loi payer, Digicel vient de changer ça. Et du coup, les ont vu remarquer que Digicel, qui est des pratiques, ils n'ont pas trop fait comprendre. Donc c'est là, et ils viennent reprocher nous en pile sur la façon de fonctionner. Donc parti ça, si vous comprenez bien. C'est fini. Et vous allez voir que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau des services à la clientèle, on est très très à l'écoute. On essaie de répondre rapidement, on essaie de rassurer, on communique au maximum sur des problèmes qu'on a. Donc on veut justement revenir à cette approche initiale qui était avoir le meilleur service, le meilleur réseau avec le meilleur prix en Haïti. Donc on y est au niveau du service, on a beaucoup amélioré le service à la clientèle, on a beaucoup amélioré le service au niveau du social media qui répond aux requêtes sur les médias sociaux. Même personnellement, je réponds personnellement sur certaines requêtes aussi, presque toutes les requêtes qui me sont envoyées, pour montrer que réellement on est là pour servir le client et qu'on doit changer notre approche. Maintenant, la chose la plus importante qui reste à faire, c'est que nous devons à tout prix moderniser notre réseau. Nous devons changer littéralement chaque antenne, chaque équipement sur chaque antenne pour nous mettre deux choses. Au niveau modernité des équipements, mais aussi au niveau technologique. Nous devons passer au 4G LTE et bientôt, j'espère dans 2 ans, au 5G aussi, pour rattraper ce retard qu'on a pris depuis quelques temps. Mais jusqu'à présent, nous avons gagné licence pour nous commercialiser 4G. C'est ça le problème. Donc la discussion, merci pour la question. La discussion sur la licence, on est sur plus de 2 ans déjà de discussion. Donc si on avait pu clôturer rapidement, au jour d'aujourd'hui, on serait déjà au 4G LTE au niveau national. D'où vient ce problème ? Il y a eu une grande différence entre les attentes du gouvernement par rapport à la valeur de cette licence et ce qui est internationalement acceptable. Et je ne parle même pas d'un contexte haïtien avec une économie qui est en dégringolade, avec une gourde qui se casse la gueule aussi, avec un mode, un fonctionnement qui est très compliqué. Dans tous les autres pays où on fonctionne, même mon papa Nouvelle-Guinée, qui est un pays qui est très grand, avec beaucoup de forêts, etc., nous avons du courant. Donc nous ne devons pas mettre sur chaque antenne 2 génératrices à faire fonctionner les choses. Nous n'avons pas de problème de sécurité. Nous avons la police qui assure la sécurité de nos antennes, de nos équipements, etc. Donc nous avons des routes qui fonctionnent, nous avons des frais opérationnels qui sont largement inférieurs à ce qu'on a en Haïti. En contrepartie, c'est le pays dans les 32 pays dans lequel on a le plus faible revenu moyen par abonné. Comme le pouvoir d'achat est tellement bas, notre revenu par abonné est un tiers, un quart du deuxième dans la liste. Donc on est en dernière liste. Malgré ça, le gouvernement avait des aspirations de demander 4-5 fois le prix qu'on pouvait payer, qu'on devrait pouvoir payer. Donc on a fait des benchmarks internationaux, on a fait un travail d'explication, de pédagogie, de négociation avec le régulateur et avec le gouvernement. Récemment, il y a environ 6 mois, le gouvernement a créé une commission
indépendante parce qu'ils ont vu que les discussions n'avançaient pas réellement avec le Conatel. Et cette commission indépendante a livré un rapport. Ça va nous coûter plus cher de ce qu'on a payé avant. On n'a pas encore la décision finale, donc je préfère pas trop en parler, mais j'espère qu'on va trouver un accord là-dessus. Donc on va faire un grand pas en avant par rapport à notre licence précédente. Pour vous donner une idée, on a payé 110 millions, presque 120 millions de dollars pour la licence précédente. Okay. Je veux dire, disons plutôt 110. Après, on a continué à payer les licences de Voilà, les licences d'ACN, des compagnies qu'on avait acquis aussi. On est prêt à monter sur ce prix-là, malgré que nos chiffres chutent, parce qu'on veut clôturer ce dossier. Si on ne le clôture pas... Combien le gouvernement a demandé? Ils avaient demandé au-delà de 400 millions de dollars. Okay. Là, sous la commission, j'espère qu'on va clôturer dans les zones de 150 millions de dollars, avec des conditions, on espère qu'ils vont... Vous ne pouvez pas aller au-delà de 150 millions? C'est impossible. Déjà 150 millions, c'est trop par rapport à la situation dans laquelle on est. Mais on perd tellement d'argent, on frustre tellement les clients, c'est que si on ne le fait pas, on va être dans une situation qui va être catastrophique. Et on est déjà dans une situation quasi catastrophique. Pour moi, la qualité de service dans certaines zones est en dessous de tout ce que j'ai vu dans le monde. Mais on est bloqué. C'est ça la frustration. Je ne peux pas importer, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Donc, monter sur le réseau 4G, cela va vous permettre d'améliorer votre service? Pour deux raisons. Parce que le réseau, ça sera complètement neuf. Donc les équipements seront complètement neufs. Beaucoup de nos équipements datent encore de 2006, vous voyez. Après 12 ans au soleil, 13 ans au soleil, ces équipements n'ont pas la même performance. Tout le réseau de transmission sera neuf, et puis la technologie sera modernisée pour être le 4G LTE. Et l'autre chose, dans les zones reculées où aujourd'hui il n'y a que le 2G, on va avoir un 3G très puissant avec des nouveaux équipements qui va permettre d'avoir de l'Internet partout. Donc ce que vous avez maintenant, quand vous allez en province, que vous passez sur le Edge ou autre chose, vous n'allez plus voir ça. Vous allez pouvoir utiliser l'Internet à travers le pays. OK. On va aborder là l'autre dossier d'actualité. Certainement, vous entendez parler de dossier Arnel, qui a parlé, chef gang Arnel, qui a parlé avec le sénateur Gassadel, va relevé téléphonique, etc. Comment ça marche, Bolakano? Est-ce que, qui va qui vient, nous demandons nous on relevé téléphonique entre 2 clients, nous, 3, 4 clients, nous capables de bailler? Impossible. Non, c'est catégoriquement impossible. Donc, on a 2 instances qui peuvent soumettre des requêtes formelles à la Digicel. C'est la DCPJ. Ouais. On a identifié avec le DG de la police, on le fait chaque année par écrit, 2 individus spécifiques à la DCPJ qui peuvent envoyer des requêtes judiciaires en bonne et due forme. Donc c'est des requêtes électroniques avec un document scanné de la requête officielle, et la requête officielle suit dans les 24 heures. La raison qu'on a mis en place cette procédure électronique, c'est pour accélérer la procédure en cas de kidnapping. Parce que dans un cas de kidnapping, il faut être quasiment en temps réel au niveau des réponses. L'autre instance, c'est les juges, c'est le parquet. Donc personne d'autre peut le demander. Quand je reçois, même personnellement, et ça m'est arrivé plusieurs fois sur les 11 ans que je suis là, des pressions de politiciens, de présidents, d'autres, je dis catégoriquement non. Et je leur explique pourquoi. Je leur explique, si je vous le donne pour vous, pour votre cas, la prochaine fois, quelqu'un va m'appeler pour vous demander la même chose pour vos appels. Donc, on a l'obligation de protéger. Deuxième chose, on est une compagnie multinationale. On est assujetti à ce qui s'appelle le GDPR. C'est la loi sur la protection des vies privées qui est très stricte, qui sort de Europe, qui fait que nous avons même des obligations étrangères. Même si ici, localement, on essayerait de me mettre pression, je devrais rentrer en négociation avec l'Union européenne pour leur expliquer pourquoi on aurait des exceptions. Donc maintenant, je trouve ça très malheureux que malheureusement, ces données qui ont sûrement été partagées avec les instances judiciaires se sont trouvées dans les mains de certains politiciens qui commencent à les utiliser pour des fins politiciennes. C'est des enquêtes en cours, c'est des dossiers très sérieux. Il faut qu'on arrête avec le banditisme et il faut que la justice et les gens compétents puissent faire leur travail. Donc j'encourage aussi les politiciens à ne pas mettre pression sur la police pour avoir ce type de choses. Ce n'est pas possible. Et c'est un travail très sérieux et c'est très important. Donc, si vous comprenez bien, Martin Booth, il y a simplement 2 instances qui peuvent vous demander ces genres de renseignements. La DCPJ, qui dispose de 2 agents assermentés. Absolument. Et la justice à travers le parquet. Absolument. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un numéro qui demande
Je ne peux pas, je préfère ne pas divulguer. Effectivement, on a reçu cette demande, formellement et techniquement en ordre, et on a transmis les données aux services concernés. Ok, pour information, je sais que ce n'était pas la justice, puisque le chef parquet a dit qu'il ne pas de faire devant ça, c'est tellement la DCPJ, puisque nous avons une confirmation, bon côté, une source qui est capable de faire confiance dans la DCPJ. Exactement. Autre part, Martin Bout, sommes-nous sous écoute? Non. Donc, c'est une chose importante. Ce que vous pouvez faire, c'est deux choses. Premièrement, vérifiez votre téléphone. Il se peut que quelqu'un aurait pu installer une application sur le téléphone. Okay? C'est la seule façon que quelqu'un puisse avoir les données du contenu des appels ou des messages qui sont dedans. La Digicel n'a pas cette capacité. Elle n'a pas cette capacité et ça serait illégal, même au niveau international. La loi internationale définit que ce type d'équipement qui est utilisé pour ce genre de choses ne peuvent être vendus qu'à des services judiciaires. Donc, même si j'essayais d'importer cet équipement, je ne pourrais pas. La douane étrangère d'où je viens, ni la douane haïtienne, devraient bloquer catégoriquement ce type d'équipement. Après, si imaginez qu'il y avait ce type d'équipement, il faudrait les installer connectés sur notre réseau dans les data centers, c'est tout un travail à faire. Donc, il n'y a pas de capacité d'écoute, mais faites attention. Quand vous êtes sur une conversation téléphonique avec quelqu'un dont vous ne faites pas confiance, lui-même, il peut enregistrer votre conversation à travers une application. Oui. Si vous avez des choses à cacher, vérifiez votre téléphone. Oui, il y a Call Recorder qui permet... Exactement. Il y a des applications qu'on peut installer directement sur votre téléphone. Pas la Digicel, mais la personne qui vous en veut, qui permet d'écouter la conversation. Mais ça, c'est pas très ciblé. Oui, c'est très ciblé, c'est spécialisé. Et donc, gardez vos téléphones avec un code secret, gardez-le près de vous, et voilà. Est-ce que nous devons comprendre, M. Bout, tout appel téléphonique nous fait par les Napaleo, il est perdu. Pas aucun côté, pas aucune instance, ni au niveau de la DGCL, ni au niveau de notre centre de serveurs international qui peuvent récupérer ça? Non, contenu, nous pas qu'à récupérer. Le seul bagage que nous gagnons, c'est qui est-ce qui a appelé, qui est-ce à qui l'heure et de quel côté à quel côté. Nous pas un contenu. Nous pas un contenu en rien, non appel, non message. Ni la DGCL, ni ailleurs. Ni ailleurs. Ah. Absolument. Puisque ce matin, j'ai eu cette discussion avec le sénateur Jean-Renel Senatus de la Commission Justice et Sécurité. Il prétendait pouvoir récupérer ces renseignements. Pas la Digicel, c'est sûr. Oui, pas la Digicel, mais ailleurs. Peut-être, il faut comprendre que le concurrent, c'est des militaires. Je ne vais rien dire, mais il se peut que eux... Natcom capable de l'autre structure qui... C'est parce que c'est une structure judiciaire en Vietnam. C'est le ministère de la Défense. Donc je ne peux pas garantir, je ne peux pas le dire. Le PDG m'a assuré que non, mais je ne peux pas vous dire de sûr ou de pas. Mais la Digicel, c'est catégoriquement impossible. Non. Tout appel nous, c'est perdu. Exactement. Pas possible. Les contenus, des messages, des appels perdus, pas gardés, rien. OK. Mais en ce moment de la durée, il y avait cette critique sur la Digicel. Le sénateur Benoît, Steven Benoît, qu'on a plein ça et qu'il était sous écoute. Est-ce que Digicel est capable de mettre 1, 2 personnes, 3 personnes sous écoute? On ne va pas parler d'ensemble de clients. On n'a pas l'équipement pour faire ça. On ne peut pas. Donc le sénateur Benoît, il doit vérifier avec qui il était en contact. Il se peut que cette personne-là avait une application... Ça fait des années. Oui, je me souviens. Qu'il avait une application sur son téléphone qui permet de le faire. Il a peut-être fait des appels dans sa voiture avec son chauffeur et son bodyguard. Il y a peut-être des personnes qui sont autour de lui. Mais au niveau de la Digicel, on n'a pas cette capacité. Même si je voudrais, moi, personnellement, écouter ma copine parce que je ne lui fais pas confiance, je ne peux pas. OK. On va au dernier point, puisque bon, ça a carrément fait parler. C'est très important. Et maintenant, là, sénateur, tu es pratiquement convaincu qu'il y a une possibilité pour qu'il récupère contenu, appel téléphonique entre sénateurs avec chef Gandhi. Je crains que c'est du bluff et je pense que je vais passer un peu de temps avec le sénateur, avec les équipes techniques chez moi, pour lui expliquer comment ça fonctionne, pour qu'il comprenne clairement que c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est un bon bagaille. On termine avec On va mettre Digicel en perspective. Pour les prochaines années, prochains mois. C'est quoi l'avenir pour la Digicel en Haïti? Pour moi, le dossier le plus important et le plus urgent, c'est la modernisation du réseau. Donc, clôturer rapidement, malgré qu'on aura des conditions qui ne seront pas les conditions qu'on veut. Donc, on va payer plus ce qu'on devrait payer, mais on est prêt à payer. Clôturer la discussion sur la licence, importer les 4G, équipements, 4G, 4G et les autres technologies qui vont suivre, qui vont avec 4G, 5G, etc. Parce que ça vient très vite. On ne va pas se remettre dans ce même problème dans un an. Il faut clôturer maintenant et avancer pour l'avenir, parce qu'on va continuer à investir dans le réseau. Faire cet investissement dans le réseau, c'est le plus important. Une fois qu'on a ça, j'espère que l'économie
va se stabiliser, pas à cause de ça, pas grâce à ça, mais dans le contexte global, qu'on retourne dans la croissance qui me permettra de revenir dans des choses qu'on avait l'habitude de faire. Vous avez remarqué qu'actuellement, on a dû presque arrêter tout notre marketing, tout notre sponsorship. On n'a plus la capacité de supporter le football, on supporte de moins en moins la culture, on s'est focalisé sur la fondation et sur le fonctionnement de l'entreprise. Si on retourne en croissance, si on retourne justement vers cette croissance, on peut redevenir, on peut réinvestir aussi dans d'autres secteurs. Je suis pas un fanat du football, mais je pense que le football en Haïti, c'est un sport très important. Je pense que c'est un secteur qu'il faut développer. Même économiquement, c'est un secteur économique au niveau mondial. On a des joueurs à l'international qui sont très compétents. Il faut qu'on continue à supporter le sport. Qui part au marché, nous, actuellement? Qu'est-ce qu'il y a? Votre part du marché? On est à 64%. 74%. Non, 74%, excusez-moi, 74%. OK. Ouais. OK. Donc, un message pour votre clientèle, je dirais. Tout d'abord, merci pour la fidélité, merci pour votre patience aussi. Je suis conscient que le service n'est pas au niveau qu'il devrait l'être. Je vous assure qu'on travaille dessus. Malheureusement, on est un peu bloqué pour certains investissements. Bon anniversaire et bonne fête à tous ceux qui sont avec nous depuis tout ce temps. Aussi, un grand merci à tous les employés de la Digicel. Je sais que ça n'a pas toujours été évident, surtout d'avoir tous ces critiques malgré le travail qu'on fait, tout le travail dur qu'on fait. Mais je vois qu'on commence à sortir de cette phase très difficile. L'investissement va être fait, le réseau va s'améliorer et j'espère que cette 13e année va être une année qui porte bonheur et qu'on va avoir une belle année. Bonne fête. Merci beaucoup, Robinson. Merci. Voilà, merci à vous qui avez suivi l'émission. Ça a invité nous. C'était Martin Bout, PDG et Digicel, qui est ensemble avec nous sur Télé 20 à Poisson. Pour l'autre sortie, Haïti, c'est Capit. Bonsoir.